Voici un EPI malicieusement intitulé La portée des mathématiques, clin d'œil à la portée musicale, tout en restant sur des notions qui soient évidemment à notre portée. La présentation en a été faite le mardi 29 mars 2016 à l'occasion d'une journée interdisciplinaire inscrite au Plan national de la formation et organisée par la DGESCO. L'atelier a été animé par Nicolas Ngo, chef de département adjoint de la culture scientifique à la DGRI, et Karim Zayana, inspecteur général de l'éducation nationale, groupe des mathématiques. Nous tenons à remercier Marie Gandin et Isabelle Manien, toutes deux inspectrices d'académie en éducation musicale et chant choral, respectivement à Reims et Dijon. Comme toute EPI, celui-ci vise une production réalisée en équipe et exigeante du point de vue du travail personnel. Cette production pourra revêtir différentes formes: approfondissement d'un point théorique restitué à travers une affiche, reproduction et amélioration d'une expérience, fabrication et utilisation d'une maquette d'instrument, création d'une œuvre artistique, programmation d'une carte à microcontrôleur. Nous donnerons bien sûr quelques pistes. Le projet doit pouvoir s'appuyer sur une démarche documentaire, même modeste, faite de revues, ouvrages, sites, dressant un état des lieux du domaine exploré et permettant de situer la production de l'élève au regard de son contexte. Là encore, nous indiquerons des sources non exhaustivement. Il appartient à l'élève, sous les conseils de l'équipe de professeurs qui le suivent, d'en consulter, de les analyser et, quand il en fait usage, de les citer. Nous vous convions maintenant pour ce voyage à travers l'histoire et au contact de deux univers, les mathématiques et l'éducation musicale, chant choral. Notre présentation s'articule en trois parties: musique et géométrie, musique et statistique probabilité, musique et algèbre, cette dernière partie étant celle que nous avons choisi d'étoffer ici. Le contenu développé s'adresse d'abord aux professeurs, qui sauront faire la part des choses et l'adapter à leur public. Quand on lit de la musique, on fait déjà, sans le savoir, des mathématiques. Une portée, c'est un axe horizontal, axe des temps, un axe vertical, axe des notes, lesquelles notes sont indissociablement liées à des fréquences et donc des nombres. Ajoutons une origine, marquée par la clé qui sert de référence. Petit raffinement, l'axe vertical n'est, en vérité, pas gradué linéairement, mais logarithmiquement. Quand on franchit un barreau, du do au ré par exemple, on multiplie en fait la fréquence par à peu près 9/8. Et quand on passe d'un mi au fa, on la multiplie à peu près par la racine de ce nombre, soit 3 sur 2 racines de 2. Nous y reviendrons. Autre fait remarquable, nous venons de décrire ce qui s'apparente à la représentation graphique d'une fonction telle que nous la rencontrons communément aujourd'hui. En cela, la musique avait quelques siècles d'avance sur les mathématiques, qui n'ont adopté ce mode d'explicitation qu'au XVIIe siècle. Une portée musicale, nous l'avons dit, c'est un repère. Et la géométrie s'invite dès lors tout à fait naturellement. On va reconnaître sur certaines partitions les effets de transformation du plan: translation et symétrie, ou association des deux. La translation horizontale traduit un décalage temporel qu'on retrouve dans l'écriture du canon. La translation verticale est, elle, plus ou moins une transposition, c'est-à-dire que l'on joue un même motif plus aigu ou plus grave. La symétrie axiale verticale retourne un motif ou une phrase entière sur elle-même, le tour des forces consistant à ce que les deux s'accordent et puissent être joués ensemble. La symétrie axiale horizontale dédouble une voix en une autre, dans un mouvement descendant pour cette seconde s'il était ascendant pour la première. Au moins deux compositeurs majeurs ont utilisé ces procédés et les ont même combinés. Citons chronologiquement Bach, puis Mozart. Les probabilités et les statistiques peuvent trouver dans la musique un champ d'application. Dans une tonalité donnée, certaines notes reviennent plus souvent que d'autres. On parle de degrés forts et de degrés faibles. On peut se livrer, sur une partition donnée, à un décompte comparatif des occurrences de chacune des notes. On peut aussi y inclure pondération en fonction des valeurs des notes, c'est-à-dire de leur durée. En probabilité, mentionnons que des compositeurs ont investi le terrain de la musique stochastique, tirant au sort les notes, leur durée, l'instrument qui les exécute selon un hasard rigoureusement contrôlé. Le compositeur Yannis Xenakis était passé maître dans cet art. Le calcul sur les puissances, les fractions, la proportionnalité, les racines, voire même le calcul modulaire, joue un rôle central en solfège, bien que l'on puisse faire de la musique en ignorant les détails conceptuels qui la sous-tendent. On pourrait venir au calcul sur les puissances à travers la théorie de la mesure, et donc la division du temps. Il est un sujet probablement plus riche, à savoir la construction de la gamme, ou, devrions-nous dire, des échelles musicales, tant il y en a eu à travers les âges. Nous allons commencer par de la mécanique. Prenons une corde,
tendu en ses deux extrémités. C'est déjà un instrument de musique, même rudimentaire. Pinçons-la. Cela l'écarte de sa position d'équilibre. L'élongation va progresser, atteindre les bouts, tête et chevalet, s'y réfléchir, parcourir le même chemin en sens inverse, rebondir de nouveau, etc. À l'affaiblissement près, le phénomène est périodique et produit d'un son. Pour entendre mieux qu'un fouettement dans l'air, la corde doit être fixée sur une table qui sert de caisse de résonance. Il s'en échappe ce que l'on appelle dans le langage courant une note. À l'œil nu, on ne voit rien tant la vibration est rapide. Songez que la cadence est de l'ordre de 440 allers-retours par seconde pour une note La, ou plus exactement un La 3. Pour mieux percevoir les choses, faisons l'expérience avec une grosse corde, bout de marin ou d'escalade. Et là, on peut suivre du regard la propagation aller-retour de l'onde de choc qui, certes, s'évanouit assez vite. Que constate-t-on aussi ? Eh bien que plus la corde est tendue, et plus la propagation de la secousse est rapide. Mais ceci ne se fera pas tout à fait dans un rapport de proportionnalité, le rapport étant quadratique en vérité. Bien sûr, plus la corde est courte, plus la période est courte, car la distance à parcourir à l'onde est plus courte. Là, il y a rapport de proportionnalité. Enfin, signalons l'influence de la matière dont est faite la corde. C'est pour cela qu'on voit les choses sur une corde de marin et pas sur une corde de guitare. Sur la guitare, justement, on joue sur la tension des cordes à l'aide des mécaniques. Les cordes ont toutes la même longueur, mais on peut les raccourcir, sans changer leur tension, en pressant dessus. La partie qui va de la tête au doigt, qui appuie, devient inerte. La partie restante entre en vibration. Enfin, les cordes sont de diamètre ou de matériaux différents. Cela explique qu'à tension égale, certaines sonnent plus aiguës et d'autres plus graves. On peut aussi faire osciller une membrane, dont la surface de contact avec l'air est d'ailleurs meilleure. Et cette oscillation peut être contrôlée. C'est justement ce que l'on fait avec un élément piézoélectrique commandé par un microcontrôleur. Vous voyez ici le montage élémentaire, composé d'un Arduino et d'un buzzer. Il suffit de soumettre le beeper à un signal carré. Voici la revue de code, très simple, à téléverser dans la puce. On déclare la broche occupée par le pôle du buzzer excité, la 10, l'autre étant à la masse. Puis on génère périodiquement et pendant une durée donnée une alternance de 0 V et de 5 V. L'interface homme-machine permettra de renseigner au clavier la fréquence. Voyons et écoutons le résultat. Notons qu'un plugin vient de paraître et permettrait de programmer l'Arduino avec un langage graphique de type Scratch. Revenons à la musique et aux temps anciens du grec Pythagore, c'est-à-dire 5 siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, on avait déjà conscience que la taille d'un objet qui entrait en résonance influait sur la note produite. Notamment, on avait perçu que deux objets comparables, en l'occurrence des marteaux frappés sur une enclume, mais au masse de 2 pour 1, sonnaient pareil, quoique l'un plus aigu que l'autre. On donnera le même nom aux notes ainsi émises, et on appellera l'octave l'intervalle de fréquence qui les sépare. On avait aussi réalisé que deux objets comparables, mais aux masses de 3 pour 2, sonnaient bien, on dira harmonieusement, ensemble. De cela, nous donnerons une interprétation empreinte de mathématiques et de physique. Mais n'allons pas trop vite. Sur une guitare, appelons mi la note de la corde à vide la plus aiguë, la chanterelle. Et cela, même si les noms des notes furent bien postérieurs à Pythagore. Appuyons en case 12, on raccourcit le manche d'un demi. La première moitié est inerte, l'autre moitié vibre. La fréquence produite est double de la corde à vide. Nous avons produit l'octave, encore un mi. Puis, appuyant en case 7, on raccourcit le manche d'un tiers. Les 2 tiers restants produisent une fréquence 3,5 de fois plus élevée que la corde à vide. La note 3,5 de fois plus élevée fait faire un intervalle dit de quinte. C'est celle que nous baptiserons Si. Je joue une corde à vide, et lorsque j'appuie en case 12, c'est la même note à l'octave supérieure qui surgit. Demi.
Lorsque j'appuie en case 7, c'est la quinte qui surgit. Mi, si. Nous pouvons continuer ainsi, bâtir la quinte de la quinte, la quinte de la quinte de la quinte, etc. Et la quinte de la quinte, ce sera donc un Fa dièse, soit dans l'ordre Mi, Si, Fa dièse. Pour simplifier, commençons plutôt à Do, qui sera notre tonique. Sa quinte fournit le Sol. La quinte de la quinte, à la fréquence 9/4 de la fondamentale, mais aussi 9/8 après retour dans l'octave, est un Ré. Poursuivons avec la fréquence 27/8 de la fondamentale, ou encore 27/16 après retour dans l'octave. C'est le La. Ainsi de suite jusqu'à obtenir 7 notes que nous désignerons par Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse. Autant de notes que de jours ou que d'astres mobiles connus à l'époque. Poursuivons en si bon chemin. Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse, Si dièse est la 12e quinte, correspondant à 3 demi puissance 12, ou encore, après retour à l'octave, à 3 puissance 12 divisé par 2 puissance 19, soit 1,01 fois la fréquence fondamentale. La spirale de quinte est pratiquement un cycle. On assimile dès lors ce Si dièse au Do, tout en sachant qu'on commet une petite erreur. La dernière quinte est fausse, c'est la quinte du loup. Quand on joue le Do et le vrai Si dièse, la superposition des deux notes crée un battement, comme une sirène, qui fait penser au hurlement d'un loup. Ce n'est pas magique, c'est de la trigonométrie, formule de sommation, mais là, nous débordons du programme du collège. Fort des 12 notes que nous avons obtenues par superposition de quintes, selon le procédé de Pythagore, nous aboutissons à la gamme dite chromatique. Un script Arduino permet de retrouver tout cela, de réordonner les notes, de les écouter et d'afficher les intervalles, c'est-à-dire les rapports de fréquence caractérisant les demi-tons. Le code nécessite quelques boucles pour revenir à l'octave et pour trier les fréquences. Nous avons ici implémenté un simple tribule. Cela va sans dire, tout cela correspond à des compléments possibles. Les programmes sont joints sous la forme de fichiers. L'oreille est sensible aux rapports de fréquence, et non leurs différences. On mesure donc les intervalles de fréquence par une division et non une soustraction. De Do à Do dièse, l'intervalle est de 3 puissance 7 sur 2 puissance 11, environ 1,07. De Do dièse à Ré, il est de 2 puissance 8 sur 3 puissance 5, environ 1,05. De Ré à Ré dièse de 1,07, de Ré dièse à Mi de 1,05, de Mi à Fa de 1,07, de Fa à Fa dièse de 1,05, de Fa dièse à Sol 1,05, Sol à Sol dièse 1,07, Sol dièse à La 1,05, La à La dièse 1,07, La dièse à Si 1,05, Si à Do 1,05. Les demi-tons ne sont pas réguliers, les tons non plus. On va tout de suite voir que c'est un inconvénient. Soit la mélodie universelle connue au clair de la lune, donc Do, 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 Ré, Mi, Do, Mi, Ré, Do. À supposer que l'on souhaite la jouer ou la chanter un peu plus haut, mettons 2 tons et demi au-dessus, parce qu'on n'a pas le bon instrument, qu'on a mis un capodastre, ou que c'est une tessiture qui nous convient mieux. On fait donc ce que l'on appelle une transposition. La mélodie devient, avec l'échelle de Pythagore dont on dispose, Fa, 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 Sol, La, Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa. Et ça ne sonnera pas tout à fait pareil, car les intervalles de fréquence, au sens des rapports, ne sont pas tout à fait identiques. Le ton Fa-Sol n'est pas tout à fait le ton doré. Cela a commencé à devenir critique au XVIIIe siècle, quand les compositeurs ont éprouvé le besoin d'adapter leurs œuvres à tous les instruments et à les faire jouer ensemble. La gamme de Pythagore souffre d'une autre limite. Elle comporte des quintes et par renversement des quartes. Expliquons. De Do à Sol plus aigu, le rapport est de 3 demi. De Sol à Do plus grave, le rapport est de 2 tiers. Enfin, de Sol à Do plus aigu, le rapport est de 2 fois 2 tiers,
c'est-à-dire 4 tiers. Voilà qui définit l'intervalle de quarte. On peut obtenir la quarte sur la guitare en case 5. Nous sommes au quart du manche. Il reste les 3 quarts qui vibreront à la fréquence 4 tiers. Mais on s'est rendu compte d'autres consonances agréables, harmonieuses. Appuyons en case 4. Il reste les 4 cinquièmes du manche, soit une fréquence 5 quarts de la note à vide. Voilà qui définit l'intervalle de tierces. Lorsque j'appuie sur la case 5, surgit la quarte du Mi, c'est-à-dire le La. Lorsque j'appuie sur la case 4, c'est la tierce qui surgit, Sol dièse. Lequel intervalle ne se trouve pas rigoureusement dans la gamme de Pythagore. Au XVIe siècle, le compositeur italien Zarlino va l'introduire dans une nouvelle échelle. Pour autant, cette dernière ne sera pas plus performante en matière de transposition. Nous en arrivons donc à une 3e échelle, qui est celle la plus répandue en Occident, ce, depuis le XVIIIe siècle. Il s'agit de la gamme tempérée, popularisée par Bach, ne serait-ce que dans son clavier bien tempéré. On reste sur un principe de 12 notes, on égalise tous les demi-tons, c'est-à-dire qu'on bondit d'une note au demi-ton supérieur en multipliant la fréquence par une même constante multiplicative Q. Après 12 telles opérations, on a décrit l'octave, d'où Q puissance 12 égale à 2. Et Q est la racine, non pas carrée, mais 12e de 2, soit environ 1,06, à comparer au 1,05 et 1,07 de tout à l'heure, diapositive 9. La transposition est dès lors exacte. En revanche, les tierces, les quartes ou les quintes ne le sont plus tout à fait. Mais au fait, pourquoi la fondamentale, la tierce et la quinte sonnent-elles si bien ensemble, en constituant l'accord parfait majeur, lequel accord est tout aussi consonant, plaqué qu'en jeu d'arpège. On peut en trouver une explication dans la physique mathématisée. Mieux, on peut en avoir une conviction visuelle et mettre à jour d'autres manifestations auditives en pleine cohérence avec la théorie. Alors que dit la théorie que l'on doit à Joseph Fourier, mathématicien français dont les travaux remontent à la naissance du XIXe siècle? Eh bien, qu'un phénomène périodique est une somme de phénomènes périodiques purs, sinusoïdaux, dits harmoniques, de fréquences multiples entières de la fondamentale. Ainsi, un son de fréquence, appelé aussi hauteur, F, recouvre-t-il des sons de fréquence F, mais aussi 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, lesquels vont toutefois décroissant en intensité. Ces sons sont cristallins, comme s'ils avaient été produits par un diapason. Nous l'entendrons tout à l'heure. Ils constituent la partie cachée, qu'on appelle le spectre, ou encore la couleur, ou encore le timbre du son. Fait remarquable, chacun d'eux correspond à une déformation spatiale de la corde, et cette déformation prend une forme sinusoïdale, faisant apparaître des fuseaux, des ventres et des nœuds. Pour révéler ces déformations, il faut exciter la corde sinusoïdalement et avec le bon tempo, un tempo propre à la corde, qui dépend de sa longueur, sa tension, son épaisseur. On n'a pas nécessairement le rythme sinusoïdal dans le sang. En revanche, on a le mouvement circulaire uniforme. Et ce dernier est justement sinusoïdal dans les deux directions indépendantes, horizontale et verticale. Le premier mode propre est assez facile à révéler. On double la vitesse de rotation, on met en évidence le deuxième mode propre. On la triple, on obtient le troisième, ainsi de suite. Mode fondamental, premier mode propre.
On accélère en tournant 2 fois plus vite, on aura le deuxième mode propre. Et maintenant le troisième mode propre. On essaie le quatrième. L'harmonique de rang 2 est l'octave. L'harmonique de rang 3 est la quinte, après retour dans l'intervalle d'octave. L'harmonique de rang 4 n'apporte rien de nouveau. L'harmonique de rang 6 non plus, c'est une quinte. L'harmonique de rang 7 correspond peu ou prou à l'intervalle de septième, celle de rang 9 à l'intervalle de neuvième. En vérité, une note porte ainsi une multiplicité de notes. Dans chaque note, on pourrait dire qu'il y a toutes les notes de sa décomposition spectrale. Cela explique en particulier l'harmonie avec la tierce et la quinte. Cela va éclairer d'autres phénomènes. Physiquement, les tremblements d'une corde sont donc la somme de tremblements propres. Si l'on joue par exemple une corde à vide et qu'on vient non pas appuyer en son milieu, mais effleurer en son milieu, on va isoler le deuxième mode. Ce mode peut en effet toujours s'exprimer puisqu'on effleure un nœud, tandis que les autres seront étouffés. L'harmonique de rang 2 va donc dominer, c'est l'octave. Si on effleure maintenant la même corde à vide en son tiers, c'est l'harmonique de rang 3 qui va dominer. En son quart, c'est l'harmonique de rang 4, encore l'octave. En fait, l'octave de l'octave. Attention en revanche, si à la place d'effleurer au quart, on appuie au quart, on produit alors une quarte, à savoir un rapport 4 tiers. Certains morceaux ou extraits de morceaux sont composés entièrement d'harmoniques. Par exemple, la chanson catalane de Llobet. Si je cogne le diapason, on entend un La 440 qui sert de référence aux musiciens. Lorsque j'effleure la corde en des points stratégiques, par exemple à la case 12, surgit alors un harmonique. En case 12, il s'agit d'une octave. En case 7, il s'agira de la quinte. Et en case 5, il s'agira à nouveau de l'octave. Ensuite, puisque de chaque note jaillissent les autres, il est naturel que par interaction réciproque, la vibration d'une corde entraîne ses voisines, d'autant mieux que leurs spectres se recouperont bien. C'est ainsi qu'en jouant un mi aigu à vide, la chanterelle,
Les autres cordes, bien que non sollicitées, frissonnent. On pourra aussitôt l'étouffer, ce mi, qu'on entendra encore les autres, particulièrement le mi grave et le la, qui est distant d'une quarte du mi. Bien sûr, on ferait le même constat avec un piano. On appelle cela la résonance par sympathie. Pour accentuer cet effet cathédral, on use de la pédale. Lorsque je joue un mi à vide, cette corde se met en vibration, mais déclenche également la vibration des autres cordes par sympathie. On peut mettre en évidence le phénomène en étouffant la corde qui vibre. Et on peut même le mettre en évidence de façon plus flagrante en étouffant une à une les autres cordes en vibration. Réflexion faite, notre expérience, sorte de preuve par l'exemple, pourrait fonctionner encore mieux. Effectivement, la guitare est aujourd'hui un instrument tempéré. Les cordes sont accordées selon des intervalles régis par la racine douzième de 2, et les frettes sont disposées selon la même logique. Par conséquent, les tierces, quartes ou quintes de la guitare ne sont pas pures au sens de la physique. Les spectres ne se croisent pas si parfaitement que cela. Pour les croiser temporairement, et révéler au mieux les résonances par sympathie et donc toutes les couleurs de l'instrument, la solution consiste à moduler légèrement autour d'une note. À vide, c'est impossible. Par contre, quand on appuie sur la corde, c'est possible. C'est le vibrato. Sans être une obligation, avouons qu'il donne de la profondeur à certains morceaux, comme ce prélude de Villa-Lobos. Pour ce qui est de la bibliographie, les sources que nous avons utilisées sont énumérées dans la dernière diapositive, celle-ci, et consignées dans la fiche descriptive.